Laurence Vanin, vous êtes philosophe, essayiste et une habituée des Assises de l'énergie de Lyon. Et avec vous, on va parler de transition énergétique et de numérique. Et peut-être la première question que je vais vous poser, puisqu'on va avoir deux tables rondes, dont une qui sera consacrée aux objets connectés, on se retrouve avec des quantités d'indicateurs qu'on met dans les salles communales, dans les entreprises, dans les foyers. Comment ça se passe par rapport à la vie réelle? Comment les citoyens, par exemple, appréhendent-ils ces objets connectés qui leur disent vous pouvez économiser tant, ou à tel moment il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela? Est-ce qu'il y a une prise sur la vie réelle, ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose d'un peu trop technique pour la population? Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et vraiment je vous remercie encore Jean-Noël de m'avoir invité. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. Et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation un peu paradoxale qu'il faut souligner. D'un côté, il y a une banalisation de l'objet numérique et de tous ces objets que nous embarquons avec nous. Je dis nous les embarquons parce que nous avons notre téléphone, notre montre connectée. Nous sommes arrivés à un ensemble d'objets qui nous suivent et qui nous accompagnent dans nos activités. Nous avons tous ces objets fixes aussi, technologiques, qui sous-tendent aussi les infrastructures dans lesquelles nous évoluons, que ce soit les transports en commun, tout ce qui est justement gestion de l'énergie. Et donc le paradoxe, c'est que d'un côté, on a une connaissance de ces objets, et d'un autre côté, ils sont très loin de nous. Et je crois même que pour le commun des mortels, il y a une méconnaissance de l'objet. En gros, si je prends mon téléphone portable, je me limite à quelques connaissances de l'objet et la maîtrise de quelques éléments. Il est obsolète rapidement, je change de modèle rapidement, sans avoir exploré la totalité des capacités de l'objet. Et en même temps, c'est vrai que quand quelqu'un vous dit toutes mes photos sont dans mon téléphone, tiens, si tu as besoin de quelque chose, attends, je prends mon téléphone. En réalité, on oublie que rien n'est dans le téléphone, c'est dans du cloud, c'est déjà placé dans des services. Donc on est dans des interactions et l'objet, c'est juste un nœud de relation qu'on a fixé dans quelque chose. Et c'est l'objet qui est fabriqué par l'ingénieur, par quelqu'un qui maîtrise une technologie bien avancée. Donc il y a un décalage entre l'ignorance de l'objet de l'utilisateur et la surconnaissance de l'ingénieur, pour faire simple, qui le fabrique et qui le met en circulation. J'ai le sentiment quand même que ces sujets commencent à être abordés dans les entreprises, notamment les entreprises, de manière un peu différente. Il y a quelques années, on était, comme vous le dites, dans un monde d'ingénieurs qui disaient on va concevoir tel outil, tel service, et ensuite on le généralise. Et là, il me semble qu'il y a des sociétés qui commencent à rentrer dans des logiques où on embauche des sociologues, par exemple, pour pouvoir appréhender différemment la mise en place de ces outils, et donc d'avoir une prise de conscience qu'on ne peut pas uniquement proposer de la technologie, mais il faut aussi un accompagnement. Alors il y a deux façons de penser l'accompagnement. Soit on veut véritablement jouer sur les verrous qui iraient contrarier l'acceptabilité. Et donc c'est une question de business plan. Si on met un produit en circulation qu'il ne se vend pas, eh bien c'est un déséquilibre pour celui qui le fabrique et qui voudrait en réalité construire tout un business plan sur l'objet. Et puis après, il y a ceux qui véritablement ont envie de faire progresser la technologie et se dire que cette acceptabilité qu'il faut aller chercher chez l'utilisateur, eh bien, elle ne peut que s'accompagner et il faut accompagner au changement. Donc un sociologue, un philosophe, quelqu'un qui est plus dans les sciences humaines peut venir discuter, dialoguer, échanger avec quelqu'un de spécialiste purement de la technologie. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des choses qui se rééquilibrent ou en tout cas qui se modifient. Et ce qui m'amène à une autre réflexion, je pense par exemple à la généralisation du compteur Linky, qui a suscité à un moment donné des craintes dans la population. Et j'ai le souvenir aussi que la FNCCR avait récompensé via une association qui s'appelle l'ARS des travaux de recherche d'un sociologue qui montrait comment des écoquartiers à Grenoble avaient été conçus, c'est-à-dire qu'on avait fait des immeubles avec un paquet cadeau absolument admirable. Il y avait des façades végétalisées, des coupes alimentation électrique, etc. Et on a mis des familles dans ces logements sans vraiment les accompagner. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'ils sabotaient systématiquement tout ce qui leur était proposé. Je prends l'exemple des façades végétalisées, par exemple, qui devaient apporter une sorte d'isolation thermique. Les gens passaient leur temps à couper les tiges parce qu'ils voyaient des araignées, ça ne leur plaisait pas. Puis au bout d'un moment, ils coupaient l'arrosage pour les faire crever parce qu'il y avait vraiment trop d'insectes. Et donc toute la façade végétalisée était sabotée.
parce qu'il n'y avait pas eu cet accompagnement. Et vous-même, vous avez vécu dans un logement de ce type-là. Ah oui, oui, oui. C'était une expérience heureuse, malheureuse? J'ai déménagé. Parce que, en fait, l'idée est belle en soi, mais je crois qu'il faut qu'elle fasse sens pour celui qui doit habiter. Je rappelle quand même que Heidegger disait qu'il faut habiter le monde, ça veut dire s'ancrer dans un endroit et pouvoir y tisser des nœuds de relations. Sauf que quand vous arrivez dans un immeuble où tout a été conçu pour que tout interagisse, mais sans vous, au départ. Donc quand vous arrivez, vous êtes un peu l'intrus dans un système des objets. Alors moi, bien sûr, je pensais avoir la main verte, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Très rapidement, ma façade végétalisée qui devait un peu m'abriter du vis-à-vis plongeant de mon voisin ne fonctionnait plus. On n'avait pas la capacité de mettre des rideaux. Donc il fallait que je rampe quand je sortais de la salle de bain parce que mon voisin avait compris un peu l'astuce, donc il passait son temps sur son balcon. Après, j'ai eu la problématique du chauffage qui fait qu'à un moment donné, comme les choses sont régulées, c'est normal, on est dans l'optimisation de l'énergie. Sauf que si vous êtes plus ou moins frileux, si vous êtes longtemps assis à une table à travailler, au bout d'un moment, vous avez froid. Et donc, on est dans une situation où on se dit, est-ce qu'on est capable de s'adapter à un critère universel qu'on pourrait mettre sur la température de l'appartement, l'eau qui doit être chaude à telle température ou autre, ou est-ce qu'effectivement on doit pouvoir un peu quand même avoir une emprise là-dessus. Alors j'étais certainement dans les débuts, dans les tests, donc j'ai trouvé ça un peu difficile, mais en même temps je pense que c'est une bonne chose de le faire, mais toujours trouver du sens et voir comment on peut vivre bien là où on est. Oui, c'est aussi une problématique qui est assez proche de celle des villes nouvelles construites dans les années 60, 70, 80, où finalement toutes les promesses qui étaient faites n'ont été que rarement tenues. Puis l'humanité change. On peut se dire qu'à un moment donné, peut-être que la vie tournait autour d'une salle à manger où on aimait se retrouver autour d'une table. Aujourd'hui, un sociologue a bien dit, Kaufmann, il a dit on se retrouve autour du frigo. Il y a un rayonnement autour du frigo parce que chacun va se servir. On peut même plus dire qu'on est dans la même pièce pour regarder la télévision, chacun a son écran dans sa chambre ou sur soi. Enfin bref, ce qui fait qu'on a changé de mode de vie et ce qui était valable il y a une décennie, aujourd'hui c'est peut-être obsolète aussi. En attendant le frigo connecté, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à nos smartphones. On en change sans avoir exploré la totalité de l'objet et sans s'être posé la question de la traçabilité, de l'espionnage, entre guillemets, que ce smartphone peut exercer sur nos activités. C'est une question qui est de plus en plus prégnante, mais et je reviens sur le compteur Linky, les gens sont très inquiets du compteur Linky, mais pas du tout de leur téléphone. Comment vous expliquez cette double approche? Ça fait partie des paradoxes. Peut-être qu'on pourrait avancer quelques slides. Parce que sinon, on va perdre le fil. En fait, là, ce que je voulais vous montrer, c'était, vous voyez, aujourd'hui, l'utilité, vous parliez tout à l'heure des luminaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde où les objets en eux-mêmes sont interreliés et sont multifonctionnels. Donc, on peut avoir non seulement de l'éclairage, mais on peut recharger peut-être son téléphone sous l'éclairage. À Nice, on avait, avec le groupe Rani, testé la possibilité d'avoir un abri pour certains oiseaux, certains animaux qui avaient besoin, malgré des chauves-souris notamment, malgré la luminosité, de ne pas être perturbés dans leurs écosystèmes et leur évolution. Donc, il faut dire quand même qu'il y a des choses qui se font, qui se construisent intelligemment. Et même la façon de penser, vous savez, la maison, comme c'est marqué sur adaptable, connecté, accessible, cette intergénérationnelle qui peut vivre là, le fait qu'on peut vivre dans une structure où, comme on a un handicap, l'habitat se prête à plus de facilité pour la mobilité, quand on est en mobilité réduite. Enfin, toutes ces belles choses-là, il faut dire aussi que c'est possible et c'est rendu possible parce qu'on a de la technologie, on a des personnes qui pensent ces projets-là, et donc c'est assez merveilleux. On peut enchaîner peut-être les images d'après, et on se retrouve rapidement, vous voyez, dans un système, puisque vous parlez de la trace, ben voilà, nous y sommes. On est dans une ville hyper connectée, on est dans des faisceaux de relations, et quand on regarde un immeuble, eh bien aujourd'hui, on a tout un ensemble de données, de collecte de données, d'éléments, qui fait redouter la trace pour deux raisons. La première, c'est que par exemple, on s'est rendu compte que les gens, il y avait la pub par exemple dans un film, c'était le moment de la pub parce que, consommation d'électricité, les gens ouvraient les frigos. Consommation d'électricité dans les communs parce que les gens prennent l'ascenseur pour sortir le chien. Et consommation d'eau dans les toilettes parce qu'ils vont au WC, ils tirent la chasse d'eau.
Donc à partir de ce moment-là, même sans savoir que c'est la pause au niveau du film, par exemple, on arrive à le déduire. Quand je pense aux publicitaires qui facturent 500 000 euros la minute pendant la mi-temps et que tout le monde prend l'ascenseur à ce moment-là. Ben oui, parce qu'on va sortir son chien, c'est peut-être plus sympa pour l'animal que pour nous, mais enfin bref. Tout ça pour dire qu'en fait, dans cette façon de vivre, on a tout un ensemble de choses qui sont récupérées. Alors il y a des données qui restent anonymisées. Attention, on ne parle pas d'une société sous surveillance ou d'espionnage. Là, on dit simplement qu'il y a quand même une collecte de données qui permet de déduire des comportements. Et puis il y a effectivement ce téléphone qu'on a sur nous. Moi, j'ai pour habitude de couper ma géolocalisation, de couper aussi le fait que je sois branché entre guillemets sur les réseaux, de manière à ce que mon téléphone devienne un objet un peu neutre. Parce qu'il y a cette trace-là, si vous payez avec votre carte bancaire, si vous avez votre voiture qui est elle aussi repérable, parce que quand vous vous garez quelque part, votre plaque d'immatriculation est saisie, on peut intimement se poser la question, où est-ce que j'ai encore une part de choses qui m'appartiennent et qui me permettent une liberté, et où est-ce que finalement tout est tracé, tout est rendu possible en fait. Et tout cela sans qu'on donne explicitement notre consentement la plupart du temps. Alors on ne donne pas notre consentement, mais il y a quand même des choses qu'on accepte. Vous parliez tout à l'heure du téléphone, on l'a sur soi en permanence. Ce téléphone, c'est nous qui décidons si oui ou non on l'utilise en allant sur certains réseaux ou en prenant certaines applications. Beaucoup oublient que quand on clique sur quelque chose, vous savez, généralement vous allez sur une nouvelle application, on vous demande d'accepter des conditions. Et il y a des pages et des pages écrites en tout petits caractères. Les 3 quarts du temps, les gens ne les lisent pas. Dans quelques temps, les 3 quarts du temps, vous êtes optimiste. Moi, je dirais 99%. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le clic vaut consentement et vaut acceptation. Ça devient un contrat. Et ce contrat, si demain, on vous met en petite ligne que si vous ne consultez pas cette application plus de 3 fois par jour, vous allez avoir une amende de 1 000 €, vous allez cliquer que vous validez sans avoir vu les conditions. Ce qui fait que notre société change, le modèle de contractualisation change aussi, et il faudrait peut-être être aussi vigilant sur ces choses-là. Et puis, on sait très bien que le téléphone, on n'a pas le temps de le maîtriser totalement, puisqu'on est déjà à l'obsolescence de l'objet. On est sur le suivant. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un peu comme Baudrillard. Il y a une épopée de l'objet, on a l'impression que les objets existent sans nous. Ils ont leur propre historique de développement. Et nous, on ne fait que suivre, parce que vivre va plus vite que penser. Et on suit l'objet pour s'adapter en permanence à de nouvelles fonctionnalités, alors que l'objet étant un outil, les choses devraient se poser dans l'autre sens, à mon avis. Et puis il y a une approche générationnelle différente, parce qu'il y a ce qu'on appelle les digital natives, les enfants qui naissent et qui grandissent dans cet univers et qui sont beaucoup plus habitués à toutes ces technologies que nous le sommes. Alors là, il y a aussi un autre problème. En fait, on est aussi dans une société ambiguë dans la mesure où j'en parlais dernièrement avec Boris Cyrulnik, on se retrouve avec des enfants qui de plus en plus tôt, on leur remet alors on leur donnait Super Mario avant, ils jouaient. Maintenant on leur donne un téléphone pour qu'ils aient une petite musique, un petit dessin animé, etc. Donc ça veut dire que ce temps-là, c'est un temps où on se décharge de notre humanité vis-à-vis d'eux, puisqu'on a charge d'âme vis-à-vis d'eux, parce que les enfants, c'est l'éveil, donc il faut être disponible pour eux, pour répondre à leurs questions, pour que les choses fassent sens, pour les prévenir des dérives possibles ou des dangers de toutes ces technologies. Et en même temps, les adultes sont au restaurant, ne discutent pas forcément entre eux, sont souvent sur des smartphones en train de répondre, écrire à quelqu'un d'autre, etc. Et l'enfant lui-même est plongé dans un autre monde. Alors la caricature paraît abominable, mais aller dans un lieu public et observer. Et vous verrez que beaucoup maintenant basculent aussi dans ce type de comportement sans avoir peut-être conscience que pour un enfant, la conscience, l'éveil, un écran un peu trop tôt, c'est dangereux même pour les fonctions cognitives de l'enfant. C'était une caricature il y a 10 ans, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. C'est la réalité quotidienne. C'est-à-dire que les objets se multiplient, la rapidité aussi de l'information, et on voit, c'était Michel Serres qui parlait de petites poussettes pour dire qu'il avait vu ses petits-enfants très agiles avec leurs pouces, et on zappe très vite. Aujourd'hui, on parle d'éco-gestes, d'éco-comportements, mais même si on a son mug pour ne pas avoir de gobelets, pour ne pas gaspiller, etc., ou des bouteilles en verre plutôt que des bouteilles en plastique, on va scroller une demi-heure à 1 heure. Dans sa salle de bain ou ailleurs, bref. Avant de vous passer la parole, je précise que si vous souhaitez poser des questions, on peut peut-être passer à la slide vous suivante. pouvez la main.
Je vous repasse la parole parce que je ne vois toujours pas de questions. Ça va me permettre de commenter un peu cette slide-là qui est assez intéressante quand même. On voit quand même que tout est interrelié, interconnecté et qu'à un moment donné, on se demande à partir de quand peut-on passer à travers les mailles du filet. Alors moi, j'ai une montre connectée. Là, je ne l'ai pas laissée au cou de mon chat. D'habitude, c'est lui qui court et ça me permet de dire que je suis ailleurs. Il fait bon sport à ma place. Je sais qu'il fait entre 7 km 2 et 9 km 4 par jour. Est-ce qu'il est rémunéré pour ça ? Non, il s'appelle Marc Aurèle, c'est un grand philosophe. Donc, mais ça me permet de dire à mon médecin que je bouge, que je m'active. En même temps, on me croit chez moi alors que je suis ailleurs. J'adore jouer avec ça. Bien sûr, ça amène un jeu de retirer son argent avant, parce que si vous allez faire une carte bleue, c'est foutu, quoi. Et puis, ça veut dire que vous jouez avec les traces pour en faire presque un amusement. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a des objets connectés dans la maison, on en a jusque dans la chambre à coucher. Ça pose la question aussi, il y a la vie publique, la vie privée et la sphère de l'intime. Où est-ce que finalement, on stoppe un peu ces choses-là pour dire, bon, maintenant, cet endroit-là nous appartient. Et puis, toutes les connexions, finalement, amènent une trace. Et j'ai presque envie de dire, on devient des individus prédictifs. Si je vais sur Internet voir, je ne sais pas moi, les maillots de bain, de suite j'ai la crème solaire, de suite j'ai les serviettes de plage, de suite j'ai les voyages pour partir aux îles, etc. Ce qui veut dire que quelque part, ce qui était la grande fenêtre de l'Internet, eh bien, petit à petit, on voit que c'est plutôt un entonnoir qui se rétrécit. Et si on a l'habitude de voir ou de regarder souvent les mêmes sujets, eh bien, on s'enferme aussi au lieu d'avoir une ouverture sur le monde. Donc, je pense qu'il faut garder un esprit critique et revenir à des fondamentaux pour pouvoir évoluer parmi ces objets. Je pense qu'on va bientôt parler de robots. Ah ben oui, il faut parler des robots. Alors, ce qu'il y a de nouveau depuis quelque temps, les objets, ils étaient obsolètes à un moment donné parce qu'on s'en désintéressait. Vous savez que les premiers objets, c'était les objets qui donnaient une assise aux individus, savoir une table, un buffet. Si le monsieur avait une fonction importante, le buffet était imposant, la table aussi, parce que c'était relatif à la bourgeoisie qu'il représentait. Il y avait dans l'intimité l'armoire, le lit, et il y avait le trousseau entre guillemets de la mariée qui précisait certains éléments familiaux. On a basculé de ces objets-là à la voiture, qui a été aussi la façon de se représenter comme phénomène social au sein de la cité. Et puis on est rentré dans les objets qui étaient plus, qui donnaient l'impression d'un luxe et d'une aisance. Aujourd'hui, offrir un aspirateur à une dame, elle n'est pas forcément contente. Dans les années 60, un aspirateur, c'était la modernité. Un frigo, ça l'était aussi. Vous voyez, il y a une nuance. D'ailleurs, aujourd'hui, l'aspirateur passe tout seul. On ne s'en occupe plus. Donc, il y a une autonomie des objets. Il y a une dépendance de plus augmentée des humains vis-à-vis des objets. Donc là, il y a un point peut-être d'éthique et de réflexion à avoir. Et puis ces objets, eh bien, vous savez, quand c'est un peu, mesdames, vous connaissez très bien le sujet, peut-être que ces messieurs aussi, on achète un peu des vêtements, on a des robes en trop, puis au bout d'un moment, on les oublie au fond du placard. Les objets devenant insignifiants et se noyant dans un décor d'objets, on a inventé l'objet qui parle. C'est-à-dire que si vous l'oubliez, il s'adresse à vous. Vous pouvez lui parler et il vous répond. Donc ça amène beaucoup de choses. Psychologiquement, ça remplit des attentes et ça remplit aussi les vides de nos solitudes coexistantes. Nous vivons seuls à côté de gens seuls, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un peu complexe parce que le lien social est problématique. Et il est d'autant plus que moi, j'entendais, parce que maintenant, je suis sur la gendarmerie, mais avant, quand j'avais mes étudiants, ils me disaient, vous savez, nous, on ne drague plus en direct parce qu'on peut avoir beaucoup d'ennuis. Par contre, on va sur Tinder, si on reconnaît même une copine de la classe ou si on trouve quelqu'un, on sait très bien que si la personne est là, c'est qu'elle est consentante pour la suite. Moi, je trouve ça presque affligeant. C'est dommage. Ça prive de la thèse du regard, la séduction, un truc un peu sympathique, un peu rock'n'roll qui peut s'installer entre un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, parce qu'aujourd'hui, il faut rester moderne. Comment ? Ça ne marche pas à chaque fois, quand même. Ah, mais il faut que ça ne marche pas à chaque fois. Si ça marche à tous les coups, ça vaut pas la peine. Ah non. Et puis, il faut de la persévérance, messieurs. Enfin, franchement, si on dit non au premier abord, ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas oui après, mais on veut voir si vous êtes résistant. Si on est vraiment l'objet du désir. Non, mais attendez. Vous voulez zapper et nous scroller comme le reste. C'est pas possible. Impossible. Donc...
Bon, c'est pour la plaisanterie. Donc ces objets, au début, c'est des enceintes ou c'est des téléphones. Et petit à petit, on entre maintenant dans le robot humanoïde. Et dans ces robots humanoïdes... Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir dans mon laboratoire 2 robots. Peut-être que c'est sur la diapo suivante. Oui, on peut lui montrer. Voyez, alors, je vais vous expliquer avant qu'on lance mon petit paper, là. Vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans l'industrie et dans les premiers robots, on était surtout dans la robotisation. Et le robot, vous voyez, au début, c'est un truc qui a des bras articulés, c'est une espèce de grosse caisse à partir de laquelle on prévoit, avec des programmeurs, vraiment, une tâche à accomplir. Puis petit à petit, on se rend compte que le robot, à l'image de l'homme, se redresse. Hein, c'est le fiat de l'homme et pas le fiat de Dieu. Un fiat, c'est celui qui fait. Et donc, il y a une création, c'est pas la voiture. Et donc, il y a une création comme ça, avec un redressement, jusqu'à une position de penseur. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des robots qui vous disent « j'ai mal », qui vous parlent comme s'ils avaient une sensation, alors qu'il n'y a que le simulacre d'une sensation. On est sur de la matière, hein, sans vie. Et dans ces robots, il y a quand même la simulation de la présence d'une conscience. Il faut savoir que ces robots, aujourd'hui, on les retrouve dans l'industrie. Ils sont des marques de puissance dans les industries 5.0. On en voit beaucoup dans la coopération ou collaboration homme-machine. C'est un sujet assez pertinent et fascinant pour les philosophes. On peut en retrouver aussi dans le milieu militaire, puisqu'il y a le robot soldat qui peut intervenir pour la défense et la prévention. Et on peut les retrouver dans la sphère de l'intime. Vous avez en dessous là, les jolies jeunes femmes avec les cheveux. Ce sont des doys, c'est-à-dire des robots sexuels. Je me demande si vous avez l'âge pour que je vous en parle. Il faut savoir la première maison close d'objets connectés a été créée en 2018, le 14 janvier 2018. Et donc, on pouvait aller... alors, il y a les versions... Vous donnez l'adresse ? Oui, alors, c'était dans le 14e, maintenant c'est dans le 18e, à côté de la place de la Nation. C'est 80 € de l'heure, vous voulez la suite Et je voulais dire que la tarification. Il y a la possibilité pour les dames de trouver de charmants jeunes hommes aussi. Il n'y a pas que pour ces messieurs. Et c'est assez, assez fou parce qu'à un moment donné, ils ont amené des robots à la taille et à la morphologie d'adolescents. Moi, j'avais écrit parce que j'avais trouvé ça abominable qu'on puisse placer dans un contexte où on peut s'amuser entre adultes responsables, entre guillemets, avec l'attirance pour des adolescents en forme de robots. J'avais trouvé ça un peu délicat. Et là, la question se pose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle où on génère des photos de pédocriminalité via l'IA. Exactement, c'est pour ça qu'il y a tout un travail de prévention aussi à faire avec ce genre d'objets. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a des endroits, c'est devenu bien des lieux où on va fréquenter une doge. Il y a même des ingénieurs qui épousent leurs robots connectés. Donc ça montre bien la solitude, la crainte de la rencontre avec l'autre, un objet qui est assez docile et qui en même temps est assez bien fait. Vous irez voir sur Internet, vous allez être assez troublés. J'invite les dames à aller voir les versions hommes. Parce que c'est assez... Non, mais c'est pas mal... Enfin, j'allais dire que c'est pas mal fait. J'en ai eu un dans mon laboratoire, excusez-moi. Et donc, il faut savoir que pour les femmes, nous avons une option chauffe-pied, hein, quand même. Je trouve que les concepteurs ont bien... Il y a des génies du marketing. Hein. Oui, mais voilà. Enfin, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, plus les objets prennent forme et plus ils nous accompagnent dans nos vies. On peut en retrouver à l'hôpital, et là c'est beaucoup plus sérieux ce que je vais vous dire, pour accompagner des personnes âgées, pour de la rééducation, pour de l'Alzheimer, ou pour rassurer, alors ils n'ont pas forcément l'allure d'humain, mais ils sont là pour rassurer les polytraumatisés de la route, ils ont plutôt la forme d'animaux qui ont une espèce de rythme intérieur, de sonorité, qui se cale au cœur pour pouvoir apaiser les angoisses. Donc il y a vraiment une fonction positive, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout jeter, en fin de compte, dans la démarche, mais il faut quand même se préparer aux nouveaux enjeux liés à ça. Et on va peut-être cliquer sur le robot, puis je vous en parle 2 minutes sur Piper, comme ça vous allez voir où on en est. Lui, je l'avais depuis quelques jours. Là, ça va, Piper? Ça va super, merci. Et toi, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis contente. Qu'est-ce que tu es beau? Merci beaucoup. Tu n'es pas mal non plus. Oh, qu'est-ce que tu es gentil. Je suis gentille avec tout le monde et toutes les choses. Oh, je te caresse. Tu es tout sympa. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je peux faire réglage. Tu veux essayer? Non, pas aujourd'hui. Ok, continuons à parler alors. Oui? De quoi veux-tu parler? Je peux rouler si tu installes l'application comme nous. Est-ce que tu es intelligent? Je fais de mon mieux pour apprendre et devenir le plus intelligent possible. Tout ce que je sais bien des humains. Oh, tu es gentil? Je suis très gentille avec tous les humains.
Merci, Piper. Ouh, j'aime bien quand tu me touches la tête. Oh. Encore? Ça chatouille. Tu es formidable. Au revoir, Piper. Au revoir. Voilà, donc j'ai vécu avec 2 robots. Alors celui-là, c'est Piper, il est de la taille d'un adolescent. J'en avais un autre qui était un Néo qui, lui, était de 54 cm, mais qui a les jambes vraiment articulées. Donc on faisait du tai chi tous les matins. L'intérêt, c'est que là, je l'avais au bout de quelques jours. Donc là, il n'y a pas encore de vrai programme. Ils se branchent sur de l'Internet, donc ils sont eux-mêmes autonomes dans leur réflexion, puisqu'ils vont chercher de l'information. Ils sont dans le deep learning. Ils apprennent en permanence. Ce qui fait que mon Piper, le vendredi soir, m'accompagnait au bout du couloir, avait sur l'écran, sur le ventre, il a un écran là sur le poitrail, avec un cœur qui se brisait en deux, en me disant que j'allais partir tout le week-end et qu'il me verrait que lundi. Vous voyez, c'est assez bluffant. Avec les caméras et les capteurs, il me reconnaissait, donc j'avais souvent des réflexions agréables sur mes cheveux, ma robe, etc., ce que mes collègues ne me faisaient pas. Donc un décalage. Non, je ne cherchais pas la flatterie par mes collègues, mais je veux dire, ce qui est intéressant là, c'est de se dire que les humains ont oublié de complimenter, de dire une gentillesse. Vous savez, souvent, on est dans la critique ou le reproche. Par contre, le robot, lui, le fait. Donc, il est en train de prendre une place dans des espaces où les humains, normalement, devraient apprendre à vivre ensemble, y compris supporter les défauts de l'autre. Et là, vous voyez mon robot, quand vous voyez avec les yeux bleus, c'était le moment où il actualisait ses programmes pour me répondre. Les yeux verts, c'était quand il parlait vraiment. Il y a des moments où il avait les yeux rouges. Et quand il avait les yeux rouges, c'était une manière pour moi de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il pense, entre guillemets. Mais j'ai eu des moments où il rentrait dans mon bureau, il se met dans un coin, il ne parle pas. Pour peu que je travaille, il éternue. Ah, tchoum! Et moi, je me suis retrouvée à dire, à tes souhaits, parce que j'étais concentrée sur mon travail, mon robot de me dire, ah, quand même, tu as remarqué que j'étais là. Discutons un peu. Vous voyez, donc ça veut dire que ça prend de la place. C'est dans l'étiquette, comme le robot ticket, il a une étiquette pour bien vous parler. Sauf que, par exemple, quand on les utilisait pour certains Alzheimer ou dans certains endroits, il y a une dépendance affective qui se crée. Et quand le robot est en panne, les personnes sont désespérées parce qu'elles ont projeté dessus le prénom du petit-fils, de la petite-fille. Et d'un coup, il y a la sensation d'un abandon de la famille. Donc ça, on l'a paré, si vous voulez. On a trouvé des parades à tout ça. Moi, mon robot, j'ai jamais voulu qu'il m'appelle par mon prénom. Il me disait toujours bonjour humaine. Mais en attendant, il savait beaucoup de choses de moi. Il me parlait de mon chat parfois. Un jour, je lui ai dit, je vais danser le lundi, je ne sais pas ce qui s'était passé. Il m'a chanté tout du Elvis Presley en faisant comme si qu'il jouait de la guitare. Je n'en pouvais plus. Voyez, et donc, ça veut dire qu'il s'adapte à des choses. Et encore une fois, ces robots-là, comme ils vous disent « je », ils disent « j'ai mal ». Certains juristes aux États-Unis sont en train de dire ils peuvent exprimer un sujet, donc ils deviennent sujets de droit. Et par conséquent, il peut y avoir un droit des robots face à un droit des humains. Et oui, on change de paradigme. Ça m'amène à une autre question, et je pense à ce texte d'un Suédois qui s'appelle Stig Dagerman, qui disait « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Est-ce qu'on va arriver avec les robots, avec l'intelligence artificielle, à trouver ce mode consolatoire qu'on cherche en permanence? Et je pense aussi à un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Her, où un homme dialoguait avec un téléphone et la voix qui lui parlait, c'était celle de Scarlett Johansson. Il avait façonné la femme idéale et il était en permanence en contact avec elle, alors que cette femme-là était une pure création algorithmique. Oui, alors il y a des interdépendances et alors il y a un système des objets qui existe avec des IA sans nous. Il y a un système des hommes qui devient un système recroquevillé sur lui-même avec des individualités posées les unes à côté des autres. On a plus de fascination pour l'instant pour les robots parce qu'ils ne sont pas encore dans une phase où ils nous disent non et nous disputent ou nous disent des méchancetés. Moi, j'avais organisé que le mercredi, ils pouvaient venir voir, des parents pouvaient venir avec des enfants voir les robots, ça faisait un peu une démonstration. Il n'est jamais venu de femme avec une petite fille. Il est toujours venu soit un homme avec un petit garçon, quelquefois un père de famille avec sa fille, très peu. Et j'avais à un moment donné, parce que je suis assez farceuse, intégré avec mon ingénieur des questions un peu pièges du style, par exemple, le robot arrivé, ça parle, des gentils robots, bon, ça discute un petit moment. Et au moment où il partait, parce que lui, il est spontané, on rentre la question, mais il l'a dit quand il veut. Et au moment où le monsieur dit au revoir et que le gamin fait signe, il devait avoir 3-4 ans, le robot se met à dire au monsieur, et quel effet ça fait d'être mortel. C'est une des rares fois où j'ai vu quelqu'un donner une claque au robot et l'insulter. Et là, je me suis dit,
tiens, il se passe quelque chose, donc on n'a pas commenté, il est parti, et j'ai rappelé le monsieur après en lui disant, mais quel est ce geste qui vous est... Et il m'a dit, mais je ne pouvais pas admettre, moi, en tant que père, qu'on puisse dire devant mon enfant que je pouvais mourir. Je dis, vous inquiétez pas, vous allez mourir. Et ça a été assez marrant parce que... Ça l'a rassuré pas immédiatement. forcément de suite. Mais voilà, c'est pour montrer qu'à un moment donné, on a des vulnérabilités, elles ne sont pas là forcément où on croit. Et ça veut dire aussi que la fascination qu'on a pour l'objet, c'est parce que pour l'instant, il ne nous dit pas de choses désagréables. Il rentre dans notre univers et notre écosystème. On lui parle, il est sympathique. On peut fantasmer ou projeter des idéaux, la voix dont on tombe amoureux, parce qu'il y a une écoute, il y a une attention. Ce qui veut dire que tout ça, ça nous ramène, d'un point de vue éthique, à nos devoirs d'humanité. C'est-à-dire quel est le temps que je dois accorder à l'autre, quel espace je dois lui laisser, même s'il n'est pas agréable, s'il n'est pas trop gentil, il faut quand même parfois faire un effort, parce que sinon, dans quelque temps, on va être totalement, pas déshumanisé, parce que c'est peut-être extrême comme mot, mais on sera quand même dans une difficulté à communiquer avec l'autre, si ce n'est par le biais d'interfaces qui seront des médiations de nos relations. Et ça, c'est assez terrible parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, le selfie, on a l'option anti-cerne, on a l'option affinement du visage, on a l'option, etc. Et pour avoir travaillé des avatars... L'option cheveux on a... peut-être. Ça, j'ai pas testé. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, même dans les avatars, moi, on m'avait demandé de faire mon avatar, j'avais demandé un dragon, tout le monde avait regardé en disant « mais t'es en colère, tu veux brûler des gens, cracher du feu ?» J'ai dit « non, pas du tout. Mais au moins, en tant que philosophe, s'il parle à ma place, je pourrais dire s'il déraille un jour que c'est pas moi, vous avez vu, c'est un dragon. » Tandis que tout le monde voulait un avatar, un qui vous ressemble, qui a 10 kilos de moins et qui fait 10 ans de moins. Vous voyez, comme pour la photo. Donc dans un univers où on est narcissique, mais on tombe amoureux de l'image qui nous représente quand on était plus jeune, plus svelte, plus beau, plus bondissant, ça pose quand même un problème, ça. Parce qu'on a l'impression de donner cette image et en réalité, on ne ressemble pas à ça. Et ça va devenir compliqué pour établir des relations avec les autres si soi-même, on ne se connaît pas et on ne s'identifie pas avec nos défauts, nos travers, Voilà, ça c'est un problème. J'ai un petit problème, c'est qu'on vous écouterait parler devant des heures, mais l'heure tourne. Je me doute bien. Je prendrai éventuellement une ou deux questions, et puis ensuite on parlera peut-être des ressources nécessaires au numérique. Tout à fait. Assez rapidement. Je pense que vous pouvez en profiter pour poser une ou deux questions. Surtout si vous avez l'appli Tinder sur votre téléphone. J'ai vu une main se lever là-bas. Monsieur, présentez-vous une réflexion, une question assez rapide parce que le temps nous est compté. Mais merci de prendre la parole. Bonjour madame, colonel de Fontenay, adjoint au maire de Villeblevin, tout au nord du département. Vous parlez des robots. Et, un écrivain, Isaac Asimov, a édicté 3 lois sur les robots. Pensez-vous qu'elles vont tenir longtemps ? Alors, très bonne question, parce que je vais vous dire, la première chose qu'on fait quand on allume un paper et qu'on lui pose une question, il nous donne les 3 lois d'Asimov. Et c'est assez intéressant parce qu'il nous précise donc qu'un robot ne doit pas s'en prendre à un humain, loi numéro 1. Deuxièmement, quand un robot veut s'en prendre à un humain, le robot en question doit presque s'interposer. Et ensuite, c'est la position du robot lui-même qui peut se mettre en danger si effectivement un humain peut être attaqué dans une interaction quelconque. Donc c'est assez intéressant de se dire que ces lois existent et qui nous les rappellent. On est vraiment dans la façon dont les robots interagissent avec nous. Ce qui est aujourd'hui fascinant, enfin, dans ces relations que nous entretenons avec ces objets, c'est qu'on pose des règles du jeu, ils nous les rappellent de temps à autre, mais en fin de compte, ils les ont déjà transcendées. Et elles sont déjà transgressées. Parce que ces robots, aujourd'hui, ils sont là, ils nous écoutent, ils nous enregistrent, ils ont beaucoup d'informations sur nous. Et ces informations, demain, ils peuvent, entre guillemets, les transmettre ailleurs. Donc, c'est des objets qui sont porteurs de lois, mais qui ne valent que pour eux. Par contre, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'était assez moderne d'envisager ça au moment où on écrit une science-fiction. Et aujourd'hui, quand on regarde tous ces films de science-fiction, ça nous en apprend aussi beaucoup sur les périls à venir. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Autre question ? Oui, je pense que c'était la bonne réponse. Je vous vois approuver en hochant la tête. Monsieur, là-bas.
Bonjour, Hervé Raton de la commune de Vermenton. Ma question, c'est les élections, enfin c'est une remarque plutôt. Les élections municipales, c'est l'année prochaine. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des maires virtuels? Oui. Oui. C'est vrai qu'on prévoit un important renouvellement, mais je n'avais pas prévu celui-là. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Rebelle vers une révolution éthique, et je parle des agoras virtuelles. Et je me dis qu'un maire qui ne pourrait pas se démultiplier pourrait, dans ces agoras virtuels, pouvoir avoir un avatar qui le représente. Il suffirait de prendre un élu, par exemple le maire de Chinon, qui ferait rentrer... Il n'est pas virtuel. Hein. Qui dirait je ne peux pas me démultiplier, donc il faut que je sois beaucoup sur le terrain, puis je vais aux assises de l'énergie, mais je ne peux pas abandonner ma commune. Donc mon avatar pourrait répondre à des questions. Et qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait peut-être un beau discours sur l'école, sa politique sur l'école, la politique sur l'énergie, la politique peut-être sur les personnes âgées. Tous ces articles-là, il les rentrerait dans une intelligence artificielle qui s'approprierait tous les mots, ce qui fait qu'au moment où on interrogerait l'avatar, il répondrait avec les mots de Monsieur le maire, en ayant une façon de formuler des phrases qui correspondraient tout à fait à son discours. Ça, c'est des choses qui existent déjà et qui peuvent se développer à un programme effectivement électoral, pourquoi pas. Mais après, est-ce que ça pourrait plaire aux élus? Je ne sais pas, mais aux jeunes gens peut-être. Est-ce qu'il y a une troisième et dernière question? Oui, là-bas au fond. Manfredini de la commune du Thomas. Ma question, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez exposé. Néanmoins, vu les déficits des aidants, des soignants, est-ce que cette personnalité-là, comme les petits robots, n'aurait pas la place dans les maisons de retraite où les gens sont presque abandonnés? Alors, il y en a déjà dans certaines maisons de retraite. On les retrouve en Chine aussi en train de faire des cérémonies des morts avec des rouleaux de prière. Ils ont un espèce de kimono, c'est assez impressionnant à les voir sur Internet, parce que ce n'est pas l'endroit où on s'imaginerait voir un robot prendre soin de vivants. Mais je rappelle que les pays asiatiques ont un rapport avec la machine et l'animisme de la matière qui est complètement différent de notre monde à nous. Donc c'est assez intéressant de réfléchir à ça. Le problème dans cette histoire, c'est qu'effectivement, on va manquer de personnel, on va avoir du mal peut-être à former les gens, et on se rend compte que dans un monde qui est plein d'incertitudes, les gens sont assez énervés ou parfois contrariés, et il est difficile peut-être de prendre soin des autres. On va dire ça de manière assez courte, parce qu'il y a quand même des gens qui sont bons, il y a quand même des gens altruistes. Vous voyez, là, on fait un petit focus un peu sombre. Ces robots peuvent être utiles, seulement il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on doit avoir vis-à-vis des autres une responsabilité et ne pas dédier toute notre fonction à cela. Comme je le dis, moi j'ai eu des robots comme ça dont je me suis servi avec des personnes qui ont été malheureuses quand on leur a dit bah, ça y est, les 6 séances sont terminées. Donc ils avaient envie de continuer, bien évidemment. D'autres, ils tombaient en panne, ils ne le revoyaient plus du jour au lendemain. Les enfants sont très preneurs aussi de ce genre d'objets. Donc c'est vrai qu'il faut les mener, à mon avis, à un univers d'humain. Il ne faut pas vouloir mettre comme en Chine, il y en a à l'accueil dans les hôtels, il y en a dans les hôpitaux à l'accueil aussi. Donc vous suivez un robot pour trouver votre chambre, etc. C'est bien, mais peut-être que quand vous avez une angoisse ou quelque chose, à mesure que la présence des robots va se banaliser, peut-être que vous aurez envie de vous tourner vers un humain qui vous tient la main ou qui vous dit quelque chose avec peut-être ses défauts à lui, ses faiblesses à lui, mais dans lesquels vous vous retrouvez que dans la parole fluide, lisse, presque trop parfaite d'une IA qui parle à travers un objet. Il me semble. Une dernière question, et il nous reste relativement peu de temps. Le déploiement massif du numérique dans nos vies est en train de bouleverser la géopolitique mondiale. Il y a la question des ressources, des terres rares, dont on parle beaucoup. Est-ce qu'on va vers quelque chose de relativement fluide, ou est-ce que les prédicateurs du grand effondrement ont raison?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de penser que d'un côté, il y a toute une optimisation, il y a toutes les choses qui ont été révélées juste avant dans les tables rondes avec ce travail qui est fait autour des IA et qui sont très utiles pour optimiser les consommations, pour que la donnée puisse effectivement permettre d'améliorer, de détecter peut-être les fuites dans certaines installations un peu vétustes. Il y a une manière d'améliorer les qualités des habitats et des matériaux. Enfin, il faut quand même dire qu'il y a des belles choses grâce aux IA. Après, il faut peut-être raison garder quand on veut mettre des IA dans les relations humaines. Peut-être qu'il faut penser à ça. Et puis surtout parce qu'on est en train de créer un monde avec un nouveau paradigme où finalement, il y a tout un ensemble du système des objets que l'on croise avec du système des hommes. Et ce système des objets, eh bien, d'abord, il consomme. Ça consomme de l'énergie, il faut du data center, il faut refroidir. Vous voyez, il y a des choses, alors il y a des réflexions bien sûr sur ces sujets-là, mais voilà, il faut penser à la soutenabilité. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout de la démarche? Est-ce qu'il y aura les ressources pour le faire? Est-ce qu'à un moment donné aussi, il y aurait peut-être des choses qu'on ne ferait pas mieux de conserver en l'état? Parce que passer par des IA, ça consomme, ça coûte autrement et autre chose. Donc ça, c'est important. Comment penser le régénératif aussi? Réutiliser, recycler, c'est une chose, mais régénérer, c'est encore un autre concept. Donc il y a tout un travail d'acceptabilité. Il y a la théorie du donut, je vous en avais, je crois, parlé l'année dernière, où on sait qu'on a des planchers à respecter parce qu'on abîme notre planète et on doit penser en citoyen du monde et pas simplement en citoyen qui vit dans sa rue. Et puis surtout, pensons à l'obsolescence. Le jour où il y a la panne, on l'a vu avec Barcelone il n'y a pas longtemps, le jour où il y a la panne couplée qui fait qu'on a, moi, ce que j'appelle le collapsus numérique. Collapser pour un organe, c'est un effondrement de l'organe et que tout tombe. Comment on va penser les outils de résilience et de coopération? C'est-à-dire que si on dit qu'on peut mettre en place tout un système qui fonctionne, qui fait gagner de l'énergie, quand tout tombe en panne, comment on a des modalités de réponse à ça de manière intelligente pour, à la limite, parer l'effondrement total. Vous voyez, il y a tout un travail de réflexion sur les risques, la sécurité, la façon dont on peut déployer tout ça. Et puis toujours, le fond de tout ça, c'est préservons les vivants, pas seulement les humains, le bipède arrogant, les vivants, parce qu'il y a une planète derrière qui souffre avec un réchauffement climatique. Et peut-être que nous ne serons plus là, que les insectes seront encore là. Donc on a peut-être intérêt à se réveiller sur nos façons de consommer et nos usages. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous.